Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 15 février 2018, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, nous reviendrons sur la nouvelle d'un taco dans Portneuf et nous accueillerons en studio le maire de Saint-Raymond et porte-parole du Comité pour la sauvegarde des soins de santé, Daniel Dion. Le chef de la CAQ, François Legault, a parlé taxes et économie avec les élus de Donnacona vendredi dernier. Les chercheurs de l'Université Laval dévoilent leurs recommandations pour diminuer les risques d'inondation des rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord au centre-ville de Saint-Raymond. Plus de 150 VTT et motoneiges ont été interceptés et vérifiés samedi dernier dans le sentier fédéré 302 à Donnacona. L'organisme d'aide à la famille de Portneuf, le Cerf-Volant, a ouvert ses portes à la population cette semaine à Place Saint-Louis. La 20e édition du défi Ose entreprendre dans Portneuf se tient sous la présidence d'honneur de José Langlois de la boutique Point de Vue de Saint-Marc-des-Carrières et Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. Ce que j'annonce aujourd'hui est officiel, irréversible, provisionné. Ça va se faire. Revenons sur l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, jeudi dernier à l'hôpital régional de Portneuf, qu'un appareil d'imagerie médicale, un TACO, sera implanté à l'hôpital de Saint-Raymond et opérationnel au début de l'année 2020. Une enveloppe budgétaire de 3,8 millions est prévue au projet, 2,8 du ministère de la Santé et 1 million de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Un tomodensitomètre au Québec coûte en moyenne 750 000 $. Les travaux devraient débuter à l'été 2019 et nécessiteront une nouvelle construction, une coquille en fait rattachée à l'hôpital sur un espace de terrain qui reste à définir. Un budget d'opération d'environ 250 000 $ sera disponible dès la première année pour un quart de travail opéré par un ou deux technologues et un préposé en fonction bien sûr de la demande. Évidemment, en cette année électorale, l'implantation d'un TACO dans Portneuf devenait un enjeu régional intéressant pour les candidats et une stratégie supplémentaire du milieu portneuvois pour faire pression sur le gouvernement libéral et sur le député de Portneuf, Michel Matte. D'ailleurs, le ministre a souligné à la blague la libération du harcèlement qu'il a subi de la part du député de Portneuf. Michel qui aujourd'hui va assister à ma libération, évidemment. Je suis libéré de son harcèlement pendant les dernières années. Je le dis à la blague, mais c'est pas vraiment la blague, parce que Michel a vraiment défendu très fort, avec beaucoup d'acharnement, littéralement, ce dossier-là. Le Dr Barrette a de plus jugé bon d'anticiper une question sur l'apparence électoraliste de cette annonce en qualifiant toutes les annonces d'électoralistes. Non, je ne fais jamais d'annonce électorale. Je fais cette parenthèse-là parce qu'évidemment, quelqu'un va sans doute poser la question ou y penser. Alors, je peux vous assurer que les premières annonces que l'on fait après être assermenté sont évidemment toutes préélectorales.
Je vous le dis, là, on a été élus le 7 avril et le 8 ou le 8 mars, c'est-à-dire le 8 mai ou le 8 juin ou le 8 juillet. On a commencé à faire des annonces qui étaient toutes préélectorales, même si elle était loin l'élection. Pour sa part, le député Michel Matte réaffirme que la région de Portneuf a reçu plus que sa juste part depuis son élection en 2014 et il a rappelé toutes les étapes franchies depuis la mobilisation citoyenne pour sauvegarder les soins de santé de proximité dans Portneuf. D'autres annonces sont à prévoir d'ici les prochains mois. Des lits en soins gériatriques ont été ajoutés au 3e étage et bientôt, je l'espère, on annoncera la venue officielle de dialyse et d'oncologie. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Je vous assure que je vais continuer à suivre les dossiers de près, car la santé, c'est une priorité pour les gens de Portneuf et pour notre gouvernement. Le nouveau président de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, Michel Truchon, a rappelé, entre autres, les premières discussions sur le financement d'un TACO en 2013 et la campagne majeure qui a suivi en 2014 et qui aura permis de récolter près d'1 million en argent et promesses de dons. Selon M. Truchon, le processus d'intégration des C3S en CIUS en 2015 explique peut-être la mise de côté du projet TACO dans Portneuf par les nouveaux administrateurs du réseau de la santé. Néanmoins, il a souligné et remercié les efforts collectifs et la volonté politique à tous les niveaux pour en arriver à ce résultat. Alors, je réitère au nom de la Fondation, à mon humble nom aussi, le merci aux donateurs, au comité, aux maires et préfets, et naturellement, Michel Matte, Gaétan Barrette. J'ajouterai Michel Delamarre, qui est là aussi. Évidemment, ce nouvel appareil permettra d'éviter bien des déplacements aux citoyens de Portneuf. On estime à près de 3 900 le nombre d'examens qui pourront être réalisés à Saint-Raymond et qu'environ 50 des examens subis dans les urgences de Québec seront rapatriés à l'hôpital régional de Portneuf. Rappelons qu'un tomodensitométre est un appareil d'imagerie médicale qui permet aux spécialistes de poser des diagnostics précis. Il fournit des images en 3 dimensions des os, des organes, des tissus et des vaisseaux sanguins. Poursuivons la nouvelle dans son contexte électoral. Le chef du parti de la coalition Avenir Québec, la CAQ, François Legault, était à Donnacona vendredi dernier en compagnie de son candidat dans Portneuf, Vincent Caron, pour rencontrer les élus et la direction générale de Donnacona dans le cadre d'une tournée provinciale. Rappelons que M. Legault s'était engagé, s'il est élu, à ce qu'un TACO soit implanté à l'hôpital régional à Saint-Raymond lors de l'annonce de la candidature de Vincent Caron en août 2017. Écoutons ses commentaires à ce sujet. On a appuyé cette demande pour le TACO. On en a fait un engagement si on avait un gouvernement de la CAQ. Il y a eu un groupe de citoyens aussi qui a été puissant, là, qui a ramassé 20 000 signatures. Donc, je pense que M. Couillard a compris qu'il devait livrer, puis il l'a dit à son ami Dr Barrette. À la question si cette annonce coupait l'herbe sous le pied de la CAQ dans Portneuf, écoutons sa réponse. Non, écoutez, moi, tout ce que les libéraux font dans ce qu'on propose, et puis je commence c'est pas la première fois là, qui nous copie, bien, ça va faire ça de moins à faire dans un mandat de la CAQ. Quant à sa visite à Donnacona, le chef de la CAQ, François Legault, a choisi de rencontrer les élus et la direction générale de la Ville dans le cadre d'une tournée provinciale qu'il entreprend pour connaître les priorités et les enjeux municipaux dans l'élaboration de sa plateforme électorale. Les taxes et l'économie ont été au cœur des discussions. M. Legault entend réduire les taxes scolaires au Québec à 10,5 cents par 100 $ d'évaluation foncière, alors que dans Portneuf, les taxes scolaires tournent autour des 13 cents
par 100 $ d'évaluation d'une propriété. M. Legault entend aussi s'attaquer à l'iniquité que les municipalités subissent quant à la perception des taxes sur les édifices du gouvernement du Québec, dont ceux des réseaux de la santé et de l'éducation ainsi que les CPE. Écoutons le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, à ce sujet. On a près de, je crois, 8 ou 9 établissements gouvernementaux provinciaux. Et puis, de ce côté-là, c'est qu'on demande à nos citoyens, nous, de payer à 100 % le taxation foncière. Et puis, le gouvernement provincial, c'est à 80 % qui paye, et tandis que le gouvernement fédéral, il les paye à 100 %. Moi, je vous demanderais un équilibre là, à ce niveau-là. Les revendications touchent aussi le remboursement de la TVQ aux municipalités. Sur le plan de l'économie, M. Legault soutient qu'Investissement Québec devrait investir davantage pour attirer ici des entreprises manufacturières qui offrent de bons salaires. Donc, il faut vraiment se concentrer à créer, dans des endroits comme ici à Donnacona, des emplois bien payés. Puis les emplois les mieux payés, ce sont les emplois manufacturiers, comme on a déjà eu chez Bowater, comme on a actuellement chez Alcoa, de sauter sur les opportunités. Il estime aussi que la nature de Portneuf et son industrie touristique présentent un potentiel international. Et moi, je pense, comme ancien président d'Air Transat, qu'il y a un grand potentiel pour développer le tourisme haut de gamme via les étrangers. Je me souviens bien, là, chez Air Transat, on amenait une centaine de milliers de Français à chaque année. Et quand on leur parle de chasse, de pêche, de motoneige, là, les yeux viennent gros. Il faut juste avoir une offre en conséquence. Puis je pense qu'il y a un potentiel ici. Ce mardi soir, au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond, se tenait une rencontre publique d'information pour faire le point sur les mesures qui ont été prises depuis l'inondation majeure de la rivière Sainte-Anne au centre-ville au printemps 2014 et des recommandations formulées par les chercheurs de l'Université Laval dont le mandat arrive à échéance. Il faut dire que Saint-Raymond fait preuve de leadership au Québec dans la façon de gérer et de prévenir des inondations de la rivière Sainte-Anne par embâcle au centre-ville. Rappelons la création d'un comité rivière et un partenariat rapide entre la ville de Saint-Raymond, ce comité rivière, la CAPSA, le gouvernement du Québec via le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval en 2014. Aucune étude scientifique n'avait été réalisée au Québec sur les inondations par embâcle et les changements climatiques actuels et à venir obligent une mobilisation importante pour prévenir et éviter des catastrophes humaines et les coûts publics inhérents. Les budgets ont donc suivi pour cette recherche qui arrive à échéance. Essentiellement, toutes les réflexions, les études et les manœuvres visent à diminuer l'accumulation du frasil dans la rivière au centre-ville, source principale des inondations. Des instruments de mesure sont en place pour suivre le comportement en temps réel de la rivière à 5 endroits stratégiques. L'installation d'une estacade flottante avec des sapins, des canons à neige qui ont été utilisés pour créer une digue derrière l'estacade flottante, quelques modifications de l'estacade au centre-ville, l'eau tiède pour faire fondre le frasil, la pelle mécanique et la pelle mécanique amphibie, ainsi que le désenrochement de la rivière sous le pont Chalifour sont autant de moyens qui ont été déployés pour diminuer les risques d'inondation par embâcle de glace depuis les 3 dernières années. D'ailleurs, aucune autre inondation n'est survenue depuis. Pour les chercheurs, les prochaines mesures durables feront l'objet de débats publics en fonction des enjeux politiques et des budgets possibles. Selon Benoît Turcotte et Brian Morse, la configuration et le comportement des rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord, ainsi que leurs affluents, en période hivernale et la configuration urbaine du centre-ville de Saint-Raymond, les amènent à recommander la construction d'une digue et d'un canal qui entourait le quartier résidentiel ou le village Sainte-Marie, au nord de la rivière, et qui servirait de porte de sortie de l'eau si inondation il y a. Les chercheurs recommandent aussi
aussi la reconstruction du barrage hydroélectrique de Chute-Panay avec des valves pour contrôler la quantité d'eau, l'ajout d'une estacade flottante ou d'un concept de peigne pour stopper davantage de fragiles, une estacade au centre-ville plus efficace, un site web qui afficherait les conditions de la rivière en direct et une alarme préventive, ainsi que des rencontres individuelles et confidentielles avec les résidents des zones à risque pour mieux prévenir les dégâts. D'ailleurs, à ce sujet, écoutons une production vidéo réalisée par le réseau Résalience sur la ville de Saint-Raymond. La Résalience, c'est une communauté de pratique en adaptation au changement hydroclimatique coordonnée par le regroupement des organismes de bassins versants du Québec. L'objectif est d'assurer un transfert de connaissances entre les différentes communautés du Québec qui doivent s'adapter à la nouvelle réalité climatique. C'est donc dans ce cadre que le ROBVQ est allé à la rencontre d'une des communautés leaders de la Résalience, celle de Saint-Raymond. Depuis 1893, on répertorie 70 inondations à Saint-Raymond. C'est plus d'une aux 2 ans. Il faut également savoir que près du quart du périmètre urbain est cartographié en zone inondable. Un coup que ça t'arrive une fois, c'est fini. C'est psychologique. C'est un mal qui est enregistré. C'est mental. Automatique. Ouais. Mi-février, tu commences. Tu commences à préparer. À Noël. À Noël. Et il pleut à Noël. À Noël. Ah oui. C'est psychologique. Tu montes tes affaires. L'installation de pompes est la mesure d'adaptation que nous avons observée le plus fréquemment lors de notre visite. Un système en particulier a retenu notre attention. Lors de réparation, un propriétaire a fait installer un système de drainage sous son solage. Un réseau de drain agricole de 4 pouces recouvert d'une membrane géotextile alimente ses pompes et lui permettent ainsi d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il ne verrait pas pourquoi les constructions en zone à risque n'intégreraient pas ce type de mesures dès leur conception. Les tuyaux noirs ici, là, lui, il arrive par là. Lui, il ramasse les 3 tuyaux qui traversent la maison. Lui, ici, il ramasse le côté de la maison, ce bord ici, et la descente de cave. Il y a un tuyau dans la descente de cave, puis l'eau vient sortir. Quand un tuyau de même sort à 4 pouces plein, il fait mauvais là-dedans, là. Il en sort de l'eau. Fait que ça prend des pompes pour sortir ça, là. Comme je dis, ça prend 5 minutes à installer ça. Je rouvre le châssis, je mets mes panneaux, je sors mon tuyau, puis j'ai 2 tuyaux de même de 4 pouces qui s'en vont de l'autre bout. Puis si l'eau monte, je mets des blocs de cimenture, je fais juste les surélever pour que ça soit par-dessus. Outre l'installation de pompes, les propriétaires nous ont présenté plusieurs autres solutions d'adaptation. Un détecteur d'inondation, des sacs de sable conservés à proximité des points les plus bas d'infiltration d'eau, l'élévation de panneaux électriques, le rehaussement d'électroménager comme les réfrigérateurs ici. Et ce n'est pas tout. Dans ces sous-sols où l'on ne retrouve aucun document important ou de grande valeur personnelle qui ne soit pas dans un bac imperméable, on a aussi pensé à surélever les calorifères, utiliser des matériaux pouvant résister au contact direct des zones d'inondation, installer le système électrique au plafond, utiliser des chaufferettes de garage plutôt que des calorifères conventionnels pour rehausser encore davantage le système de chauffage, sceller les fenêtres à l'aide de plexiglas et de silicone en période de risque, ce qui permet d'utiliser tout de même les fenêtres le reste de l'année. Même l'orientation des portes n'est pas laissée au hasard. En l'installant vers l'extérieur, sa résistance à la pression de l'eau est plus forte. De plus, un panneau ajusté est à portée de main pour limiter les infiltrations. À Saint-Raymond, les stratégies d'adaptation ne sont toutefois pas uniques. Les citoyens se sont également mobilisés au sein du comité rivière, de concert avec la municipalité et leur organisme de bassin versant, pour collectivement réduire les risques d'inondation. On fait partie du groupe Résalience du Québec. Parce qu'on a fait des bonnes expériences à Saint-Raymond, on aimerait ça que ça serve à d'autres municipalités. Il faut pas réinventer la roue. Ne pas réinventer la roue, c'est ce que souhaite permettre la Résalience en partageant ses expériences et particulièrement l'intention des sinistrés de 2017.
Alors, pour commenter tout ça et certains points du dernier conseil de ville, nous accueillons en studio le maire de Saint-Raymond et porte-parole du Comité des citoyens pour la sauvegarde des soins de santé dans Port-Neuf, Daniel Dion. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore ce soir. Merci de l'invitation. Parlons tout d'abord du TACO. Est-ce que vous vous attendiez un revirement aussi rapide du gouvernement à ce sujet? Mais on se préparait bien fort. On avait quand même fait tout un programme, en fait, tout un dossier argumentaire. Il faut dire que pour commencer au commencement, on a un comité, comme vous savez, très fort au niveau de la sauvegarde des soins de santé. Puis on avait fait un comité spécial TACO. On était rendu une 13 personnes qui travaillaient sur ce comité-là. OK. Exclusivement sur le projet, là, juste sur le avec TACO. Les gens de la Fondation. C'est ça. Alors, c'est des... Là, je suis ici pour en parler, mais c'est ces gens-là, quand même, qui ont tout fait le dossier argumentaire, très étoffé, comparatif avec d'autres régions. On voyait qu'on n'avait pas dans Port-Neuf. Vous avez dû, je pense, utiliser aussi le droit d'accès à l'information. Exactement, parce que c'était pas évident de faire une demande, parce que les autres, ça leur faisait beaucoup de recherches aussi. Alors, on a demandé différents hôpitaux dans le bas du fleuve. Qu'est-ce qui se passe? Les distances avec un hôpital, comme nous autres, on vit ici. Alors, il était très bien étoffé, puis très convaincant. Et puis, finalement, on se préparait, on avait fait un plan d'action. J'avais fait une demande de rencontre avec le Dr Barrette, ce qui a refusé. En fait, je ne l'avais pas encore accepté. On avait parlé d'ailleurs. Ouais, alors, moi, j'étais en attente de ça. On avait rencontré le député, M. Matt, etc. On préparait des rencontres. Une des premières rencontres, c'était de rencontrer la MRC, demandant un appui pour rencontrer le ministre. Et puis, entre-temps, il y a eu des discussions entre M. Matt, la Fondation, parce que, évidemment, une chance que la Fondation était là, avec son $1 million, puis on a réussi à faire une entente avec... Comme vous avez demandé à M. Barrette, vous avez changé d'idée, il a dit non, j'ai évolué dans ma pensée. Il avait dit justement qu'il ne pouvait pas financièrement accepter ce genre d'appareil dans Port-Neuf. Puis il faut dire que tout était aligné finalement, les étoiles étaient alignées parce que finalement, les conditions budgétaires du gouvernement, puis les conditions politiques, parce qu'on est quand même en élection. Oui, on est en période électorale. Fait que c'était le bon moment, nous autres, pour... faire de la pression, puis finalement, ça aboutit plus vite qu'on pensait, parce qu'on ne pensait pas quand même que le ministre viendrait annoncer ça. Aussitôt en campagne, pas en campagne électorale, mais on ne voulait pas que ça étire jusqu'au mois de septembre. C'est sûr. Parce qu'on a d'autres choses à annoncer en plus dans l'hôpital. Il y a d'autres affaires qui étaient supposées être prévues avant. Ils sont venus annoncer le TACO avant. OK, oui, bien c'est ça. Parce que là, ce qui reste, en fait, c'est l'hémodialyse. L'hémodialyse, ils étaient prêts à venir annoncer. J'ai vu M. Delamare. Ça se travaille, en tout cas. Oui, ça se travaille. C'est annoncé. L'hémodialyse puis la chimiothérapie, qui est quand même pas rien, qu'ils viennent faire au premier étage. Alors ça s'en vient. Ils m'ont dit qu'ils reviendraient annoncer ça plus tard, peut-être du mois d'avril. Fait que moi, c'est une très bonne nouvelle. Ben oui. Je me remercie peut-être les gens, premièrement, de la population. On a fait une pétition. Ça a été un peu... 20 000, quelques... 20 000. Après ça, 1000 électroniques. On a déposé ça à l'Assemblée nationale. Alors, c'est tout ça qui a fait boule de neige, puis ça a fait une bougie d'allumage. Je pense que c'est ça. Aussi, l'appui des maires. Il ne faut pas en ayant un appui des maires de la MRC. Je pense que là, ça fait un gros appui régional. Quand tu arrives avec ça au ministère, c'est pas la même chose. Et puis, la Fondation, Mario Harling, toute son équipe, qui était le premier président avec qui on a lancé ça. Et puis, finalement, les donateurs, parce qu'il y a quand même des gens qui ont donné ce $1 million là. C'est sûr. Alors, merci aux donateurs. C'est ça qui a permis de faire une entente intéressante. Puis là, finalement, le ministère n'a pas tellement le choix. On investit, on paye tout l'équipement. Il reste à payer, finalement, les frais de construction, puis... Les frais de fonctionnement. Puis les frais de fonctionnement... Il y a des gens qui le font au Québec quand on va passer un examen. Ils vont le faire chez nous. Ça fait que, puis on regardait, nous, dans notre étude qu'on avait fait comparative, les gens ils vont le sauver là, en se promenant à Québec. Tous les gens, tous les sous qu'ils vont sauver en venir le passer ici dans Port-Neuf. Il y a une grosse économie à ce moment-là. Oui. Et donc, l'avenir du comité TACO, là, vous avez en fait... c'est fait, c'est sûr que... les gens veulent continuer encore comme un comité de vigilance, c'est bien clair. On a tout ça d'annoncé. Et puis, c'est long, là, on s'en va en plans et devis. Après ça, on va aller en soumission. Puis là, on parle de 2 ans, mais il ne faut pas que ça change. Comme on a dit, on s'est déjà fait passer l'annonce par un autre ministre dans le passé. Mais là, comme Dr Barrette dit, c'est pas une annonce électorale. C'est irréversible. Alors, on l'a bien enregistré, ce bout-là. C'est ça. Pour le garder. Puis, nous, on va surveiller. Il reste encore des choses à faire. Je pense au niveau des médecins.
On veut travailler encore sur les médecins, la répartition des médecins. Est-ce qu'on a notre part dans Port-Neuf par rapport à la capitale nationale? Ça, c'est quelque chose qu'on va pousser plus loin. On voulait faire ça après le TACO. Puis est-ce que dans Port-Neuf, c'est bien réparti dans l'ensemble du territoire? C'est des choses qu'on va travailler là-dessus. OK. Donc, il reste du travail quand même à faire là, pour le comité. Parce qu'il faut rappeler que c'est la première fois qu'une mobilisation citoyenne se fait dans Port-Neuf pour aller justement revendiquer ses droits. Bien, c'est parce que c'est moi, ça part d'un principe. Depuis que je suis maire, on travaillait avec le C3S de Port-Neuf. OK? Toutes ces affaires-là que j'ai demandées pour l'hôpital, c'est pas moi qui ai inventé ça. Le C3S de Port-Neuf avait tout un programme de fait, il y avait toute une étude de fait, puis c'est ça qu'ils recommandaient. Puis c'était accepté à ce moment-là par le C3S, mais le C3S a été fondu finalement dans le CIUS. C'est un peu comme M. Truchon disait justement dans son allocution. Puis moi, j'en veux pas aux gens du CIUS, c'est tellement gros que notre petit projet dans Port-Neuf est un peu noyé dans tout ça, puis nous autres, on l'a remis un peu sur le dessus de la pile. Moi, j'ai reparti de ces éléments-là, puis je redemandais ça. Si c'était bon pour le CIUS, le C3S, bien, il faut que ça vienne bon pour le CIUS, puis là, ils ont accepté de le faire. À peu près tout ce qu'il y a des recommandations. Il semble avoir une bonne écoute quand même du CIUS, M. Delamare. Ils viennent ici régulièrement quand même. Oui, j'aime bien M. Delamare. C'est quelqu'un d'intelligent, il comprend. Finalement, quand je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais il n'était pas au courant de ce dossier-là. Il a fait des recherches, il a fait sortir le dossier. Parce qu'on comprend, il faut comprendre qu'il n'y a plus personne de C3S de Port-Neuf dans l'administration du CIUS. C'est sûr. Tous les directeurs sont partis, puis il reste une personne qui siège au conseil d'administration. C'est le docteur Hamel. Alors, moi, j'ai demandé qu'il y ait un autre représentant de Port-Neuf, mais on verra. Ça se peut que ce ne soit pas un du comité parce que c'est nommé par le ministre. Fait que, je sais pas. En tout cas, on verra. Donc, à suivre, mais quand même, c'est des bonnes nouvelles pour la région. Bien, moi, je suis très content. Puis, ça va être excellent. Des services de proximité. Parce qu'encore la semaine dernière, un médecin disait qu'il y a des patients qui disent qu'il y a un examen à passer, une personne âgée pour aller passer un examen de TACO à Québec, puis il ne va pas. Donc, il refuse son traitement. Il va venir à ce moment-là à Saint-Raymond, ça va être plus facile. C'est sûr. Parlons de cette soirée inondation cette semaine. Pas mal de monde, finalement, plus d'une centaine. Ça attire quand même. Bien, c'est ça, on voulait faire une assemblée publique pour mettre tous les gens, mais même si tu n'es pas dans les inondations, tu es comme payeur de taxes, ça va coûter des sous. Ça coûte toujours des sous, ces inondations-là. C'est pour ça qu'on informe la population. Les chercheurs de l'Université Laval, Brian Morse et Benoît Turcotte et son équipe, en fait, là, ça arrive à échéance, leur travail. C'est ça, ils nous aiment bien, mais à un moment donné... Mais il y a une grosse commande qui s'en vient quand même. Bien là, c'est pour ça qu'ils sont un peu à la fin de leurs recommandations. Et puis là aussi, le ministère, c'est le temps d'ajuster nos affaires pour avoir les sous pour faire les recommandations dans lesquelles. Parce qu'après ça, on va être tout seul un peu avec le bébé, puis il va falloir continuer. Par priorité, selon vous, qu'est-ce qui serait le plus urgent à réaliser? On parlait de la digue là, qui entoure le petit village Sainte-Marie. On parle ça va être plus à long terme, cette digue-là, on comprendra. En plus, c'est d'un milieu agricole. Il faut faire des demandes de permis. C'est compliqué, ça va prendre plusieurs années. Mais je pense que le barrage, l'estacade, le barrage qui est au centre-ville, qui fonctionne mal, puis qui est rempli en amont, là, parce qu'il n'y a plus de place. Ça devrait accueillir des glaces. On devrait le modifier. Mais il faudrait le modifier. Il faut demander au ministère de s'assurer qu'il soit assez solide. C'est pas à nous, fait qu'on ne peut pas le faire. Il faut que c'est le centre hydrique qui appartient au ministère de l'Environnement, qui est propriétaire du barrage. Fait qu'il faut les inciter à ce que ça se fasse, puis qu'il y ait des pelles plus faciles à manœuvrer pour être capable de faire un couvert de glace. Puis ça, c'est pas suffisant. Bien là, on parlait d'un autre estacade flottante. Oui, c'est ça, pour ralentir le fragile aussi. Encore parce qu'on a vu cet hiver, ça a bien fonctionné, celui à 20 km. Mais là, il y a eu finalement... Ça passait par en dessous. Ça passait par en dessous, mais la rivière s'est vidée au mois de janvier. Donc, il est encore rentré. Fait qu'on a dit qu'il faut les stopper plus loin. Ça, qu'on travaille un peu là-dessus. Tout ça, c'est réalisable assez vite. Ensuite, il y a le barrage de Panay. Ça, c'est un gros projet. Ça, c'est des sous, 10 millions peut-être? 12 millions. 12 millions. 12 millions parce qu'on veut faire un barrage d'hydroélectrique. Parce que si on ferait juste un barrage pour l'acheter, c'est pas cher, il faut le rénover. Mais ça va coûter trop cher. Fait qu'avec l'hydroélectricité, ça nous permet d'autofinancer cette acquisition-là, puis on aurait le barrage pour jouer avec le niveau de la rivière, puis nous aider dans nos inondations. C'est quoi la stratégie actuellement? Parce que là, vous aviez aussi demandé avec Saint-Léonard, ça pourrait... Oui, on est deux là-dedans, parce que la rive nord, c'est Saint-Léonard, la rive sud, c'est Saint-Raymond. Fait qu'il faut faire ça à deux. On avait fait une étude, elle est faite actuellement. Oui, c'est ça, vous aviez fait quelques années. L'étude préliminaire est faite, il faut pousser plus loin. Puis là, il faudrait aller voir Hydro-Québec. Hydro-Québec ne veut plus de barrages au Québec, des mini-barrages comme ça. Mais vu que nous autres, on aurait un appui du ministère de la Sécurité publique, on pourrait aller plus loin puis le bâtir. Là, il va falloir. C'est un gros financement de 12 millions quand on pense que la Ville a une dette de 13 millions.
Ouais, c'est ça. En tout cas, ça prend des bons chiffres. Là, pour alors vous allez avoir une équipe là-dessus. Oui, bien là, c'est ça. Il faudra que je mette un professionnel pour aller plus loin dans le dossier. Okay. Donc ça, c'est un dossier il faut emmener plusieurs parallèles. Là, comme les chercheurs disent, vous avez un bouquet de solutions. Puis c'est tous ensemble. L'eau, bon, ils aimeraient ça qu'on fasse, eux autres, un autre puits. Parce que c'est bien beau, l'eau qu'on vide dans la rivière, ça fait un mois qu'on vide de l'eau, 2 pouces dans la rivière. Okay. C'est l'eau qui vient de nos puits. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas épuiser nos puits non plus. Alors, il aimerait ça qu'on fasse un autre puits. On n'a pas parlé justement cette semaine, mais c'est une demande qu'ils ont fait au ministère pour avoir de l'eau souterraine, parce que c'est l'eau souterraine qui est à 5 degrés. Puis moi, j'avais regardé pour faire de la biomasse, chauffer l'eau, etc., avec des résidus de bois, etc., mais c'est tellement difficile de chauffer de l'eau gelée, puis la mettre à 5 degrés. Là, il y a des autres qui trouvent que la meilleure solution, c'est l'eau souterraine. Fait qu'on cherche ça. Là. OK. Autre recommandation, comment vous voyez justement à court terme? Là, le printemps arrive, là? Bien là, on a mis tout en place. Encore. Là, vous avez vu l'autre jour, ça a monté beaucoup le niveau de phrase. Ben oui. Ça a monté beaucoup, puis on a mis l'eau, puis ça a redescendu. Donc, ça veut dire que ça a fait un bon chenal. Ça fait que là, on va encore faire un chenal manuel avec la grenouille. On est obligé de prendre la grenouille. Okay. La pelle araignée, quand on va aller dans le centre-ville, faire un chenal. Que si l'eau arrive trop rapidement, quand ça va fondre, bien, qu'il y ait un chenal pour passer au centre-ville. Ça fait que c'est comme ça qu'on pense s'en sortir encore cette année. Si ça peut fondre bien doucement, bien s'il pleut 2 jours de temps, 50 mm, maintenant, on voit ça un peu comme à Québec, la rivière Saint-Charles. Hein, il y a des affaires qu'on ne voyait pas dans le passé maintenant, puis ça arrive un peu partout au Québec. C'est ça. C'est pour ça que publiquement, on a une grosse réflexion puis des mesures à prendre. Oui. Mais nous autres, on est chanceux. On voit que c'est les 2 meilleurs chercheurs qu'il y a au Québec actuellement. Ils sont recherchés partout. Même la conjoncture est intéressante pour Saint-Raymond parce que, justement, le leadership là-dessus... Même Almer-Lavon m'a fait appel à bien du monde. Finalement, ça a fini. Benoît Turcotte qui est allé conseiller. Finalement. Ils sont bien connaissants, puis ils vont être appelés partout au Québec. Ça va se produire de plus en plus souvent. Actuellement, l'état de la rivière fait en sorte que c'est dans la moyenne que M. Turcotte disait, là, que, les dernières années. Là, moi, j'ai hâte encore au mois d'avril, comment ça va fondre. Mais il y a des bonnes chances. En tout cas, on a mis tout ce qu'on a en œuvre là, pour que ça se passe bien. Oui. Parlons de quelques points du dernier conseil de ville à Saint-Raymond. Vous avez parlé d'une aide de 22 000 à la maison Plamondon. Oui. Ça, est-ce que c'était prévu, ça? Non, ça n'a pas prévu. OK. C'est que finalement, c'est bien beau, on a financé un peu toute la maison. Oui. Les opérations même de la maison sont financées. Ils ont réussi à trouver des dons, les bénévoles, etc. Même année, là. Ils ont même bâti l'exposition qui est en place. Il y a une exposition dans la maison présentement, une belle exposition. Qui a attiré quand même du monde, là. Oui, mais pas assez. À mon goût, et pas assez connu. Donc là, c'est plus pour payer la personne qui va faire la promotion de tout ça, puis lancer un peu la maison à un autre niveau pour sortir de Saint-Raymond. C'est sûr. Il faut aller chercher beaucoup de gens de l'extérieur qui viendraient voir ça, cette exposition-là. Moi, elle n'est pas connue. Alors cette personne-là, c'est un peu pour supporter son salaire pour un bout de temps pendant l'année. Pour 2018, en fait, mais pas nécessairement récurrent. Là. Non, bien, on verra qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Hydro-Québec, pour le parc industriel, pour les industries à grand gabarit aussi, l'élément important, ça? Oui, c'est parce qu'actuellement, on n'a pas un courant trop fort qui vient dans le parc industriel, puis on veut qu'il se prépare à avoir du courant plus important. Entre autres, on a travaillé sur une compagnie l'autre jour qui prenait beaucoup plus de courant, puis c'est impossible à avoir parce que la compagnie demanderait 18 mois, supposons, d'installation. Oui. Puis là, il faut que tu sois prêt. Là encore, il faut faire une ligne nouvelle, etc. Ça fait qu'on prépare. C'est des projets quand même à moyen terme. Exact. Important. Pour avoir tous les permis, alors c'est pour ça qu'on fait une demande à Hydro à ce côté. Oui. En quelques secondes, garage municipal caserne, ça va bien? On est dans les plans et devis. D'ici 2 semaines, on devrait les avoir définitifs. Puis là, on va aller... nos architectes travaillent sur la finition de ça, puis là, on les lance finalement au début de mars. Ça va être lancé pour avoir nos entrepreneurs. Puis là, on va choisir nos entrepreneurs, puis ça va partir au début de l'automne, je présume. Pour être opérationnel début... Bien, moi, j'aimerais ça que toutes les bâtisses soient fermées avant l'hiver pour qu'ils puissent travailler peut-être à l'intérieur, mais que tout l'extérieur soit fait. Là. On va essayer de gérer ça comme ça. M. Dion, merci beaucoup. Plaisir. Alors, maire de Saint-Raymond, donc, Daniel Dion.
Les quelques 20 employés de la municipalité de Donnacona ont retrouvé leur hôtel de ville le 20 décembre dernier après près de 8 mois de séparation. Les employés ont dû déménager temporairement dans 2 locaux différents à Donnacona le temps des rénovations. 95% des travaux sont complétés et les services aux citoyens à l'hôtel de ville ont repris au mois de janvier après le congé des fêtes. L'hôtel de ville est maintenant plus fonctionnel et accessible aux personnes à mobilité réduite. Écoutons le maire Jean-Claude Léveillé. On a tout refait ici à l'intérieur. On a présentement un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite qui est accessible. La salle de conseil est un petit peu plus petite qu'elle avant, vu l'entrée de l'ascenseur. Et puis l'entrée principale est présentement du côté des portes en bois qu'on avait anciennement, qui était créé d'hôtel de ville, qui est exactement à la même hauteur que la route. Autrement dit, les irritants qu'on avait au début de plusieurs années, ils ont été pratiquement complètement éliminés avec la nouvelle rénovation. Oui. Ces travaux auront coûté près de 2 700 000 $, un peu moins que le budget prévu, selon M. Léveillé. Une journée porte ouverte aux citoyens est prévue au cours du mois de mai au début du mois de juin prochain. Le samedi 10 février dernier, dans les boisés de Donnacona, se tenait une opération de prévention et de sensibilisation en motoneige et VTT. 2 agents de la Sûreté du Québec, des patrouilleurs de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, ainsi que du Grand Portneuf et du club de VTT Quad de Nature Portneuf, ont pris d'assaut une portion du sentier fédéré 302 entre 10h30 et 12h30 pour intercepter les motoneigistes et quadistes. Les patrouilleurs ont procédé à la vérification des documents et des équipements des motoneiges et VTT. Ils ont vérifié l'état de conduire des conducteurs en plus de promulguer des conseils de prévention. Plus de 150 VTT et motoneiges ont été interceptés et vérifiés. 18 constats d'infraction seront émis pour des infractions dues, entre autres, à la vitesse, au système d'échappement modifié pour ne pas avoir présenté le droit d'accès ou le certificat d'immatriculation, ainsi que la plaque d'immatriculation qui n'était pas fixée. Soulignons que depuis le début de la saison hivernale, une quinzaine d'adeptes de la motoneige ont perdu la vie sur les sentiers de la province, 2 fois plus que l'an dernier à pareille date. Les drames surviennent souvent dans l'obscurité et les causes les plus fréquentes sont toujours la conduite et la vitesse imprudente. Dans les sentiers, la limite permise est de 70 km/h et de 50 dans les sentiers qui sont partagés avec les véhicules tout-terrain. En 2016, les accidents de motoneige ont fait 25 morts et plus de 300 blessés. Les dirigeants, les employés et les bénévoles du Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf, le Cerf-Volant, ont accueilli la population ce mardi dans le cadre d'une journée porte ouverte dans leurs nouveaux locaux de Place Saint-Louis à Pont-Rouge, propriété de la municipalité. Le Cerf-Volant est un organisme communautaire qui a vu le jour en 1997, il y a donc 20 ans, et qui a pour mission de favoriser le mieux-être des familles de la région de Portneuf, particulièrement celles qui ont des jeunes enfants 0-6 ans. Différents ateliers ou activités sont organisés, dont les cuisines collectives, que l'on retrouve aussi à Saint-Raymond, et à Deschambault-Grondines, secteur Grondines. Un centre de documentation est aussi disponible. En 20 ans, l'organisme est passé de 3 en 1997 à 8 employés en 2017, 4 employés à temps plein et 4 à temps partiel. À ses débuts, en 1997, le Cerf-Volant rejoignait 39 parents et 49 enfants. Aujourd'hui, on compte 332 parents et 329 enfants. Une soixantaine de bénévoles gravitent autour de l'organisation à chaque année. On estime à plus de 33 000 heures de bénévolat depuis 20 ans, plus de 1 600 heures par année. Son budget d'opération a atteint 212 000 $ en 2017. Aussi, ce mardi, à la boutique Point de Vue de Saint-Marc-des-Carrières, on a procédé au lancement de la 20e édition du défi Ose entreprendre dans Portneuf, qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales autant chez les jeunes
que chez les adultes. Le volet entrepreneuriat jeune s'adresse aux élèves des niveaux primaires, secondaires et de formation professionnelle. Un volet s'ajoute pour le 20e dans Portneuf et qui favorise la création d'un comité entrepreneurial dans les écoles de niveau primaire et secondaire. Le volet création d'entreprise s'adresse aux nouvelles entreprises qui n'ont pas eu de revenus avant le 1er avril 2017 ou qui sont en démarrage prévu d'ici le 31 décembre 2018. On retrouve 7 catégories. Et le volet Réussite Inc. qui s'adresse à tous les entrepreneurs qui ont déjà participé au concours et qui sont toujours en affaires après 5 ans. Les groupes d'élèves et les créateurs d'entreprises ont jusqu'au mardi 13 mars à 16h pour déposer leur candidature dont les documents sont en ligne. Les gagnants seront connus lors d'un gala le mardi 3 avril au Théâtre des Grands Bois à Saint-Casimir. Des prix en argent ou en services d'une valeur de 4 500 $ seront décernés aux récipiendaires. Les gagnants représenteront la région de Portneuf au niveau régional, c'est-à-dire la capitale nationale, et les gagnants régionaux seront en lice pour le gala national. Pour cette 20e édition, c'est Mme Josée Langlois, propriétaire de la boutique Point de Vue de Saint-Marc-des-Carrières, qui a accepté la présidence d'honneur. Josée Langlois a démarré sa carrière il y a 28 ans à partir d'un programme Jeunes entrepreneurs et elle prépare la relève, une de ses 2 filles, pour se retirer. Elle conseille aux jeunes entrepreneurs d'oser faire appel à d'autres entrepreneurs pour les aider à relever tous les défis qu'oblige le monde des affaires. Avoir de l'audace et se démarquer sont au cœur de son esprit entrepreneurial. On l'écoute. Ça a l'air de rien, mais on fait vraiment beaucoup de shows. On va à New York, Las Vegas, on s'en va à Los Angeles sous peu. On fait beaucoup de déplacements que bien des boutiques ne font même pas. Fait qu'il y a des choses ici que vous ne voyez pas ailleurs qu'ici au Canada. On est les seuls à avoir ça. Elle invite la population à ne pas se gêner d'entrer chez un commerçant de sa région, ne serait-ce que pour voir, l'encourager et sans acheter. Puis souvent, on a un commentaire qui vient qui dit « Ah ben moi, je suis gênée de rentrer, je suis gênée de ne pas acheter. » Ça nous tue vraiment, je vous le dis. Faites pas ça. Venez nous voir. On est accueillant, on aime les gens. Peu importe, venez voir, au moins, vous le saurez. Puis, être en affaires, c'est ça, c'est de foncer, puis d'être des gens qui aiment voir les gens. Soulignons que l'an dernier, l'entreprise à but non lucratif Accès Études Québec de Saint-Basile, dans Portneuf, s'est mérité un prix national au concours Ose entreprendre. Accès Études Québec a pour but de favoriser l'inscription, l'accueil et l'intégration des étudiants étrangers en formation professionnelle et technique au Québec. Les dirigeants de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf ont remis ce mardi soir, 13 février dernier, à Pont-Rouge, un montant total de plus de 110 000 $ à 11 organismes locaux pour la réalisation de leurs projets présentés dans le cadre de la 3e édition du grand concours du Fonds d'aide au développement du milieu. La Caisse a reçu un total de 23 projets dont l'aide financière demandée se chiffrait à un peu plus de 340 000 $. Les montants d'argent varient entre 3 000 et 25 000. Ainsi, la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge reçoit 25 000 pour le Moulin Marcoux. Le Centre Nature Saint-Basile et l'Association des loisirs Portneuf reçoivent chacun 15 000 pour leur projet de sentier. 10 000 $ iront pour la climatisation de la salle Luc Plamondon à Donnacona, 10 000 pour la réfection du petit gymnase de l'école secondaire de Donnacona, 10 000 $ pour des collations santé aux familles défavorisées via l'Arc-en-Ciel, 8 000 $ au Centre de formation Portneuf pour l'achat de vélos pupitres permettant de diminuer le déficit d'attention, l'hyperactivité et les effets négatifs du stress. 6 000 $ iront au service des loisirs de Cap-Santé pour son terrain de balle, 4 500 $ au réaménagement du local des jeunes à Ville de Portneuf, 3 800 $ à la bibliothèque de Cap-Santé et finalement 3 000 $ pour améliorer la scène des jardins de la Ville de Pont-Rouge. Après la pause, les informations culturelles et communautaires avec Karine.
Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Michel. Les plaisirs d'hiver, ça se poursuit dans Port-Neuf. Oui, plus que 2 fins de semaine, en fait, pour profiter des activités entourant les plaisirs d'hiver dans Port-Neuf. Cette fin de semaine, c'est tout d'abord à Saint-Basile qu'on va prendre le grand air ce vendredi 16 février dès 18h et ça jusqu'à 22h. Les activités qui se déroulent du côté du centre communautaire de la ville. Au menu pour la population, patin disco, musique et animation. La ville de Pont-Rouge, de son côté, qui vous convie à la 11e édition de la fête aux flambeaux qui se déroulera ce vendredi 16 et samedi 17 février. Donc, les activités pour les citoyens qui se tiendront principalement au centre récréatif Joël Junot. Mais on souligne aussi que vous êtes conviés le samedi soir au centre Dansereau pour assister à un spectacle musical, des feux d'artifice et une randonnée aux flambeaux. Pour la programmation complète, on vous invite à suivre la page Facebook Événements Pont-Rouge. La ville de Port-Neuf aussi qui célébrera cette fois-ci la 9e édition de Plaisirs d'hiver sous le thème « Je reviens chez nous ». Encore pour le grand plaisir des citoyens, les festivités qui auront lieu ce samedi 17 février. Ça se déroule de 9h à 23h30 et ça se déroule du côté du centre des loisirs, donc l'OTJ de Port-Neuf. Encore cette année, on vous propose parties de hockey bottine, volleyball sur neige, culture sur neige, promenade en carriole, glissade, fermette, marche au flambeau et j'en passe. Il y aura aussi le gros plan de main de veille qui animera la soirée en musique. Saint-Casimir, ça se déroule toujours ce samedi 17 février. Pour cette ville, c'est au centre récréatif qu'on vous donne rendez-vous, cette fois-ci de 9h à 16h, pour pratiquer encore une fois la glissade, le patinage. Vous pourrez aussi profiter d'un dîner hot dog et de la présence de la mascotte Olaf. Et finalement, du côté de Saint-Raymond, les activités qui se déroulent également ce samedi 17 février. Du côté du centre ski Saint-Raymond, on offre la glissade gratuite pour les 12 ans et moins, musique et plein de festivités, en fait, la programmation complète qui se trouve encore une fois sur Facebook via la page Facebook de Ski Saint-Raymond. En plus, il annonce super beau samedi, alors il n'y a pas de raison de ne pas profiter des plaisirs d'hiver. Bien sûr. Des sorties cette semaine? Oui, quelques sorties au programme. Donc, tout d'abord, commençons avec Jason Bajada qui sera de passage à la taverne de Saint-Casimir ce vendredi soir, 16 février à 21h. Jason Bajada qui baigne depuis son plus jeune âge dans un monde où français et anglais cohabitent en symbiose. Donc, de son père, il tient l'amour du français et de sa mère, l'amour de l'anglais. Après 2 escales en français, donc 2 albums qu'il aura fait, Volcano en 2016 et Le résultat de mes bêtises, paru en 2013, c'est en anglais que les nouvelles compositions de Jason Bajada ont émergé cette fois-ci. Un processus d'écriture empreint d'une intense charge émotive au cours duquel l'artiste se livre complètement afin de traverser un dur chapitre. Les billets qui sont en vente via le pointdevente.com. Donc, on rappelle que c'est du côté de la taverne de Saint-Casimir ce vendredi. Rappelons aussi le concert bénéfice, donc l'amour sous toutes ses couleurs, qui se déroule ce samedi 17 février à 21h. Ça se déroule toujours du côté de la taverne de Saint-Casimir. Les billets qui seront en vente le soir même à la porte. Le coût d'entrée est de 10 $. Et rappelons que les profits de la soirée iront à l'organisme en santé mentale de Port-Neuf, l'Arc-en-Ciel. Cap Santé maintenant. Qui aura l'immense plaisir d'accueillir les 55 membres des chœurs du Collège supérieur de Harvard de Westlake de Los Angeles pour un concert qui se tiendra du côté de l'église du village de Cap-Santé. Donc, ce samedi 17 février, cette fois-ci, c'est à 20h. Les chanteurs sous la direction de Zanaida Robles, qui possède une longue expérience professionnelle, tant comme chanteuse avec des grands noms de la chanson que comme directrice de chorale, les accompagneront. Le spectacle est une présentation du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. L'entrée prend la forme d'une contribution volontaire, donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent s'initier au gospel. Exact. Pour plus d'informations, vous pouvez composer tout simplement le 88 285 0784. Et finalement, Donnacona qui nous propose une activité familiale, donc son brico-brico à la bibliothèque de Donnacona. L'activité qui s'adresse évidemment aux familles avec des enfants âgés de 3 à 8 ans. L'activité qui aura lieu ce samedi 17 février à 13h30, donc à la bibliothèque de Donnacona.
Belle invitation aux amateurs de chasse et de pêche. Oui, mais en fait, c'est l'Association de chasse et de pêche de la Rivière-Sainte-Anne qui offre une série de représentations de films portant sur la chasse et la pêche, et ça se fait en collaboration avec la 24e édition de la tournée de films chasse et pêche. Les projections se dérouleront ce dimanche 18 février dès 13h15 au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Ce n'est pas la première édition de ce genre pour l'association. Cependant, ils ont le plaisir d'offrir cette année en nouveauté l'achat de billets en ligne. Donc, simplement taper production au pluriel tfcp.com, donc production au pluriel tfcp.com. Et il suffit de sélectionner la bonne date et le bon lieu auquel les amateurs veulent participer. Donc, vous sélectionnez tout simplement la ville de Saint-Raymond et vous pourrez vous procurer des billets à l'avance. Mentionnons que les intéressés peuvent toujours aussi acheter leurs billets chez ProNature, à la pharmacie Uniprix et chez Alimentation du Plein, ou encore auprès des dirigeants de l'Association de chasse et pêche de Saint-Raymond. Le coût des billets, 25 $ en pré-vente ou encore 30 $ à la porte. Donc, encore une fois, une belle invitation ce week-end. Ça fait longtemps que ça roule. Ça fait longtemps que ça roule. Toujours très populaire. Tu nous parles maintenant du défi blanc à Saint-Raymond. Oui, donc Gymnique qui vous invite à participer au défi blanc. Encore une fois, c'est ce samedi 17 février dès 19h. Ça se déroule à la station de ski Saint-Raymond. Mentionnons que l'activité se déroule en collaboration aussi avec la ville de Saint-Raymond. Il s'agit en fait d'un défi sportif hivernal mettant à l'épreuve des équipes formées de 3 personnes, amis, collègues, ça peut être des couples avec des enfants, donc vraiment des gens qui souhaitent se rassembler ensemble pour faire ce défi-là. On leur demande de faire 21 boucles de montée et descente du centre de ski et ça se déroule à relais. On calcule que c'est l'équivalent à peu près là, de monter le mont Washington. Et pour ceux qui sont un petit peu moins en forme ou qui voudraient juste tenter l'expérience, du moins pour relever un défi quand même tout aussi stimulant, on peut y aller avec l'équivalent du mont Albert en faisant soit 9 boucles de montée et de descente du ski, encore une fois, et ça se passe à relais. Les équipes ont 3h30 pour réaliser le nombre de boucles nécessaires et les inscriptions se font directement en ligne. Donc, c'est www.inscriptionenligne.ca/défi blanc. Tout simplement. Alors, j'espère que vous serez nombreux à participer. Belle activité. Exactement. Culture Saint-Raymond qui propose Mario Jean en spectacle. Oui, donc Mario Jean qui sera en rodage de passage chez nous à Saint-Raymond, donc un incontournable évidemment de l'humour. Les billets qui seront en vente à compter du 23 février prochain dès 9h, donc à prendre en note. À la pharmacie Uniprix, Picard et Simard, il y a un maximum de 8 billets par personne là, qui est disponible. Le spectacle qui aura lieu le 9 juin 2018 à 20h et les billets qui seront disponibles au coût de 35 $. Donc, c'est donné pour un show de Mario Jean. Et il s'agit évidemment d'un spectacle sans entracte, comme les spectacles habituellement en rodage. Rappelons que Mario Jean est un humoriste québécois qui a présenté son premier one-man show en 1995. Enchaînant les succès depuis, il a présenté son spectacle Gare au Gros Nounours qui a débuté en 2009. Mario Jean s'est également prêté aux jeux dramatiques à la télévision dans Au nom du Père, À l'ombre de l'épervier et Nos étés, mais aussi à la comédie dans Histoire de filles. On l'a aussi beaucoup vu au cinéma, entre autres dans le film Monica la mitraillée, Maurice Richard. Bref, à ne pas manquer, billets en vente à partir du 23 février prochain dès 9h. Il est bien aimé. Ciné-Parlotte, c'est quoi ça? En fait, c'est un concept, c'est un concept de ciné-club qui a vu le jour, en fait, où les gens sont invités à proposer ou à choisir des films. L'objectif est de susciter aussi une discussion intéressante après le visionnement en lien avec justement le contenu du ciné-répertoire. Si on veut, évidemment, tout autour de ça, thé, café, petite bouchée, donc une ambiance très, très conviviale. Et ça se tient dans le vieux presbytère de Neuville chaque 3e mardi du mois et ça fait maintenant 1 an quand même que le projet existe et je viens tout juste d'en entendre parler. Pour l'instant, l'organisation et le choix des films qui se fait par l'administration de cet organisme, mais on espère pour le début de la saison d'automne 2018 que la procédure changera et permettra au public de proposer eux-mêmes des films, donc évidemment d'augmenter aussi le nombre de personnes pouvant y assister. La prochaine projection rencontre présentera en fait le film Secret et mensonges le vendredi 20 février à 19h, toujours au presbytère de Neuville.
Il s'agit d'un film qui a été produit en Grande-Bretagne, France. Rapidement, c'est une dentiste noire qui retrouve sa mère naturelle, une blanche sans envergure. Celle-ci présente à sa fille à son frère, photographe sa belle-sœur, comme s'il s'agissait d'une copine de travail. Le secret finit par être percé et l'on comprend peu à peu pourquoi la femme du photographe détestait tant sa belle-sœur. Bref, ça risque d'être une belle soirée, donc avis aux intéressés. Mardi 20 février. Mardi 20 février, 19h. Les rendez-vous du pont Tessier, c'est de retour, en fait, pour l'été prochain. Oui, donc au grand plaisir de tous, hein, les spectacles extérieurs à l'Agora du pont Tessier de Saint-Raymond, qui sont les rendez-vous du pont Tessier, qui sont de retour l'été prochain, tous les jeudis soirs, et ce, à compter du 28 juin sur le site enchanteur de l'Agora du pont Tessier en bordure de la rivière Sainte-Anne. Ces soirées sont l'occasion de découvrir de nouveaux talents musicaux et d'entendre des musiciens aussi professionnels lors de spectacles gratuits qui sont présentés en plein air. On est actuellement en appel de dossier, donc on invite donc les musiciens intéressés à y participer à faire parvenir leur demande accompagnée d'un court texte descriptif, d'un résumé de leur répertoire et d'un démo audio et ou vidéo directement à Culture Saint-Raymond via Étienne Saint-Pierre, donc étienne.saint-pierre tout d'un bout @villesaintraymond.com, et on doit le faire avant le 16 mars prochain. Et finalement, Saint-Raymond offrira un camp pour la relâche. Ça s'en vient, la relâche. Oui, donc en nouveauté cette année, donc la ville qui offrira un camp de la relâche du 5 au 9 mars 2018. Il s'agit d'une première expérience qui est destinée aux enfants d'âge scolaire primaire, donc de la maternelle à la 6e année, et encadrée évidemment par des animateurs. Mentionnons que c'est grâce à une aide financière du ministère de la Famille que le camp est rendu possible. Le camp qui se déroulera de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Il en coûte 99 seulement pour la semaine pour les résidents de Saint-Raymond et 148,50 pour les non-résidents. Un service de garde, évidemment, là, qui est offert de 7h30 à 8h30. On souligne qu'il n'est pas possible de fréquenter le camp pour une seule journée, donc c'est vraiment pour du temps plein. La période d'inscription qui se déroule jusqu'au 22 février prochain, directement au comptoir de l'Hôtel de Ville, par Internet ou directement sur le site web de la Ville. Parmi les activités proposées aux jeunes pendant la semaine, sortie dans la vallée Bras-du-Nord, village vacances Valcartier, glissade de la station de ski Saint-Raymond, salon de quai, cinéma Alouette, camp Port-Neuf. Bref, des heures et des heures de plaisir pour les tout-petits. Exactement. Merci, Karine. Merci, Michel. Alors, d'autres nouvelles après la pause. L'équipe du recrutement du CIUS de la capitale nationale sera dans Port-Neuf le vendredi 23 février prochain, plus précisément au centre d'hébergement de Donnacona pour une journée entrevue emploi. Le réseau de la santé dans Port-Neuf a besoin de plus d'une centaine de travailleurs pour combler les besoins actuels. L'équipe de recrutement recherche une cinquantaine de préposés aux bénéficiaires, 30 infirmières ou infirmiers, 25 infirmiers ou infirmières auxiliaires, 10 préposés à l'hygiène et salubrité ainsi que 8 préposés aux services alimentaires. Les chercheurs d'emploi pourront obtenir une entrevue sur place au centre d'hébergement donc de Donnacona, situé sur le boulevard Gaudreau, entre midi et 20h. On demande d'apporter son curriculum vitae. À Lac-Sergent, une rencontre d'information se tiendra ce samedi matin, 17 février, au Club nautique, portant sur le lancement de la table de concertation pour la mise en place d'un plan directeur de l'eau pour l'ensemble du bassin versant du Lac-Sergent. Après la présentation de l'organisme, la CAPSA, les représentants des villes de Saint-Raymond, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de Lac-Sergent répondront aux questions des citoyens. La rencontre débutera à 10h. Le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, a profité cette semaine de la journée de l'agriculture canadienne pour dénoncer l'insécurité que provoque le gouvernement fédéral libéral auprès des entrepreneurs agricoles en utilisant la gestion de l'offre comme monnaie d'échange dans les négociations entourant l'ALENA. Selon le député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier, les politiques mises en place doivent protéger les fermes familiales, soutenir leur productivité et améliorer leur compétitivité sur le marché.
Et la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond présentera sa première édition d'un gala entrepreneurial intitulé Gala Sommet 2018. Ça va se passer le mercredi 18 avril prochain. Ce gala entrepreneurial vise à faire valoir les entreprises innovantes de son territoire, Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine d'Auvergne et Rivière-à-Pierre. Tous les membres de la Chambre de commerce sont invités à déposer leur candidature dans une ou plusieurs des 5 catégories en lice. Le Gala Sommet de 2018 vise aussi à mettre en valeur et faire découvrir des entreprises locales, souligner des accomplissements et reconnaître les démarches entrepreneuriales. Les formulaires sont en ligne à l'adresse galasommet.com. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Karine, merci Stéphane, Tony et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec des images du match de hockey de l'équipe Pee-Wee 2B, Campus DPR Norois au Centre Vidéotron à Québec, ce mercredi matin dans le cadre du 58e tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. L'équipe portneuvoise s'est inclinée 4-0 devant l'équipe Vasas de Budapest. Bonne semaine!